Je vais voir la transcription ici. Ça démarre automatiquement, la transcription, et il faut que je change la langue. Voilà. Voyons si ça... Très bien. Donc, je vois ce que j'ai dit écrit à côté. C'est très bien. Non, il y a des fautes d'orthographe quand même. Voilà. Donc, aujourd'hui, je partage l'écran avec vous. Je vais laisser le chat ici à côté. Où vous m'écrivez ici. Je partage les documents PDF. Très bien. Donc, aujourd'hui, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est de faire une introduction à la littérature et à la critique littéraire féministe, et aussi de dire un mot, il y a une faute d'orthographe ici, Jaï, et de commencer la discussion autour du livre Les Impatients, n'est-ce pas? Et donc, avant de commencer à discuter le sujet du cours d'aujourd'hui, je voudrais vous rappeler le choix du livre de l'exertation, parce que je vois ici, parce que vous êtes 20 étudiants inscrits, étudiants et étudiantes, et pour l'instant, nous avons 5, 10, 14 personnes ayant déjà choisi l'œuvre. C'est-à-dire que ceux et celles qui n'ont pas encore choisi l'œuvre devront choisir obligatoirement Michel Houellebecq, extension du domaine de l'adulte, parce que c'est la seule qui est disponible. Parce que nous avons déjà, ayant choisi Chanson douce de Leila Slimani, Amanda, Joanne, Laïse, Erika et Hannah. Ayant choisi l'Africain de l'Ecclésio, Gabriel Soares, Rejane, Heloïse et Jones. Et ayant choisi l'amant de Marguerite Duras, Ana Carolina, Cíntia, Ana Beatriz, Graziele et Maïra. Pour les autres, il vous reste Michel Houellebecq, extension du domaine de la vie. D'accord? Je rigole juste parce que vous avez fui quand même Michel Houellebecq, mais c'est un livre intéressant au niveau du débat qu'il provoque normalement. Normalement, tous les livres de Houellebecq suscitent une bonne discussion quand même. Donc, voilà, on commence la discussion d'aujourd'hui. Et en fait, comme je vous ai dit, je ne vous ai pas indiqué de lecture complémentaire. Mais si vous voulez, je vais vous dire ce que j'ai utilisé normalement. Il y a ce texte-là de Laurie Saint-Martin. Laurie Saint-Martin est une professeure critique littéraire, je ne sais pas si elle est écrivaine aussi, québécoise. Et ce texte-là est de 1984, donc ça fait déjà un petit moment. La critique littéraire et féminisme, par où commencer? C'est où je vais commencer aujourd'hui. Nous avons aussi ce livre-là, l'histoire du féminisme. Ici, c'est l'histoire du féminisme. Ce n'est pas l'histoire de la critique littéraire féministe, ou de la littérature féministe, ou de la littérature féminine. D'accord? C'est plutôt l'histoire du féminisme, dont la table de matière, ici, vous voyez, nous avons des femmes en révolution, 1800-1848, l'impossible liberté. Donc, ce sont d'autres sujets plutôt de façon globale sur le féminisme, l'histoire du féminisme, et qui fait partie de la critique, ou au contraire, la critique littéraire féministe fait partie du féminisme.
mais ne pas confondre ou ne confondez pas l'une avec l'autre. La critique littéraire va discuter la littérature avant tout et le féminisme, les questions sociales, des genres, etc. Voilà. Donc ici, c'est la table de matière de ce livre, Histoire du féminisme. Il y a ce petit livre-là, Le féminisme, qui est peut-être plus simple que le premier, Histoire du féminisme. C'est un livre assez pop, comme je le dis. Je vous montre ici les pages. Parce qu'il y a des dessins comme ça qui expliquent, ça rend la lecture assez légère, je dirais. Et je vous montre les langages aussi assez jeunes, d'accord? Et la table de matière pour vous montrer quels sont les sujets traités dans ce livre, le féminisme de Boursier et Moliner, ou Molinet. Qui sont elles, les nous du féminisme? Peut-être je vais entrer dans cette discussion aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'elles veulent? Scénario, sexe, pornographie, prostitution. En fait, elles vont aborder des sujets du féminisme de manière assez jeune, comme je vous ai dit, sans perdre la profondeur. Les sujets sont assez bien discutés dans un langage simple, facile à comprendre, assez jeune, mais sans perdre la profondeur. J'aime bien ce livre. La conquête de l'espace public, culture des femmes, culture féministe, la politique de la représentation 1 et 2, c'est-à-dire médias et art et féminisme, les discours de la méthode, féminisme et genre, féminisme jusqu'à quand, et épilogue. Peut-être que je vais utiliser quelques extraits. En plus, pour ceux et celles qui ont suivi les cours de critique littéraire avec moi le semestre dernier, je ne me souviens pas si Grazielli ou Sinch, est-ce que vous étiez dans les cours de critique littéraire le semestre dernier? Gabriel Soares aussi peut-être, je ne me souviens pas. Non, j'ai fait les cours de Panorama, ok. Et Sinch non plus. Grazielli, je ne me souviens pas. Parce que je me souviens de vous le semestre dernier, mais je ne me souviens plus de quel cours ou dans quel cours vous étiez. C'est pas grave, mais pourquoi je le dis? C'est parce que je travaillais en détail le texte d'Hélène Sixou, Le rire de la méduse. Je vais sauter celui-là. Et La pensée straight de Monique Wittig, qui parle de lesbianisme, en fait. C'est un texte assez intéressant. Et les deux textes vont aborder la question de la littérature féminine ou de l'écriture féminine, qui est assez polémique. D'accord? D'accord, Graziel. Donc, vous étiez le semestre dernier dans les cours de Panorama, c'est ça. Très bien. Joanne, je pense qu'elle était dans les cours de critique. Peut-être pas jusqu'à la fin, mais si je ne me trompe pas, Joanne était dans les cours de critique. Donc voilà, et j'ai mis dans les lectures complémentaires aussi d'autres livres, la plupart en anglais, malheureusement, parce qu'il y a pas mal de choses en anglais à ce sujet. Et ici, je ne vais pas utiliser ce livre aujourd'hui, mais Virginie Despentes, avec ce livre King Kong Theory, c'est un livre assez important du féminisme en France, le féminisme récent, c'est-à-dire. Et Virginie Despentes est une figure assez polémique, je dirais, mais qui a un certain succès.
avec sa littérature. Et en fait, elle aborde des sujets de violence contre la femme, mais elle a une figure différente parce qu'elle est un peu punk et elle a vécu une expérience de prostitution qu'elle aborde dans sa réflexion autour du féminisme. Mais c'est quelqu'un d'assez intéressant aussi. Voilà. Voyons ici. Ici, c'est le texte de Virginia Woolf. Évidemment, Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, les deux livres. Voilà. Et cette bibliographie complémentaire en anglais, elle est assez intéressante parce que je l'ai organisée de façon historique, mais elle va montrer aussi l'histoire de la critique littéraire féministe. C'est-à-dire comment on a abordé le texte littéraire d'une perspective féministe. Et puis, j'arrive à la fin ici. C'est le livre de Djali Amadou Amal. Mais c'est à la fin ici. Voilà. Qu'on va aborder aujourd'hui, commencer à la discussion aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Voilà, peut-être l'Internet un peu long. Donc, avant d'entrer dans le texte, je vais aborder ici, je vais interrompre le partage d'écran, car comme ça, vous me voyez mieux. Quand il s'agit de littérature, de critique littéraire féministe, je vais l'appeler comme ça. Il y a plusieurs façons, plusieurs manières d'aborder le texte littéraire. Et il y a toute une richesse et une pluralité dans la façon d'aborder le texte littéraire d'une perspective féministe. On commence. Et raison pour laquelle je viens de dire que les lectures complémentaires en anglais, je les ai organisées, au moins ici pour moi, dans les PDF de façon historique, c'est-à-dire de 1968 à 2000 et quelques, parce que ça change, c'est-à-dire que la critique littéraire féministe est relativement nouvelle dans le champ de la critique littéraire. Et c'est-à-dire qu'il y a tout un chemin, tout un parcours à parcourir, tout un chemin à parcourir de la critique littéraire féministe. Ça, c'est le sujet du premier texte que je vais lire des extraits avec vous aujourd'hui. Et par exemple, peut-être on peut commencer la discussion de cette façon. La critique littéraire féministe, elle entre dans la discussion de la critique littéraire avec une discussion autour du canon littéraire. Sûrement, vous avez entendu parler des canons littéraires. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des canons littéraires avant de vous répondre? Ou qu'est-ce que vous comprenez par le canon littéraire? Et quelle est la différence du canon littéraire et les classiques littéraires? Est-ce que quelqu'un veut se manifester à ces propos? Non, je ne pense pas. Donc, les canons littéraires, c'est une espèce de liste
des grandes œuvres et des grands auteurs d'une littérature nationale quelconque. La littérature française, les canons de la littérature française, les canons de la littérature brésilienne. Et cette liste des grandes œuvres et des grands auteurs change de temps en temps, parce qu'en fait, cette sélection qu'on fait des grandes œuvres et des grands auteurs, elle répond, ou ces listes répondent à certains aspects socio-culturels, politiques, économiques. Ça représente ou ça reflète la vision du monde, normalement la vision du monde dominante du pays. C'est-à-dire qu'on va choisir des œuvres littéraires qui représentent le point de vue dominant, la vision du monde dominante dans un pays. Et ça forme les canons littéraires. Quand on propose une révision du canon littéraire, ce qu'on fait, c'est proposer une révision ou un changement dans cette liste des grandes œuvres et des grands auteurs. Par rapport à la thématique abordée par les œuvres, par rapport à l'origine socio-économique et culturelle des écrivains et des écrivaines, etc. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on vit un moment des études littéraires d'inclusion des nouvelles œuvres et des nouveaux auteurs dans la liste du canon littéraire. C'est-à-dire qu'on essaye d'élargir les canons littéraires pour y inclure, pour y mettre, pour y ajouter des auteurs marginalisés, mineurs, mais ayant quand même un intérêt littéraire et artistique. Qui propose cette liste du canon littéraire? Normalement, ce sont les universités, les professeurs, les critiques, les agents culturels, n'est-ce pas, qui vont, par exemple, choisir une pièce de théâtre pour la faire au théâtre, pour la mettre en scène au théâtre, les prix littéraires qui vont accorder les prix Jabuti, Goncourt, Femina, etc., un peu partout. Donc, il y a tout un... dans le système littéraire qui est composé des auteurs, lecteurs, les œuvres, les professeurs, la critique, le marché littéraire, les congrès, les fêtes littéraires, les prix littéraires, etc. Peu à peu, ils se mettent en accord. Ce n'est pas une réunion dans laquelle on va délibérer pour je vais voter pour cette liste et le premier est... C'est pas comme ça, mais c'est plutôt un phénomène social qui établit peu à peu, d'une façon rhizomatique, uma maneira rhizomática, c'est-à-dire il n'y a pas un centre. Ça se fait de la façon d'un réseau, n'est-ce pas? Il y a plusieurs forces, plusieurs lignes de force qui jouent dans ces jeux pour organiser de façon organique cette liste. Par exemple, dans la littérature brésilienne, Guimarães Rosa, Carlos Drummond, Cecília Meirelles, Clarice, etc. Ça, c'est les grands canons brésiliens. Quand on force la transformation, on va ajouter Carolina Maria de Jesus, ou plus récemment, je ne sais pas, Torto Arabe. Voilà. Et j'essaie de vous expliquer ce qui est les canons littéraires. C'est un peu différent du classique. Quand on dit à cette œuvre, c'est un classique de la littérature. Le classique, assez souvent, c'est une œuvre qu'on considère intemporelle. C'est-à-dire que depuis longtemps, n'importe quand, n'importe dans quelle époque, sauf qu'on la lit, elle fera sens. Elle aura un sens pour les lecteurs de cette époque. Parce que certaines œuvres
elle dialogue beaucoup avec une certaine période, mais pas beaucoup avec une autre. Ce sont des œuvres qu'on dit datées, datables, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on lit l'œuvre, on ressent l'odeur, l'atmosphère d'une certaine époque. Les classiques, au contraire, ce sont des œuvres que n'importe quand on les lit, elles nous répondent à quelque chose, elles nous donnent certaines informations qui sont toujours importantes. Donc il y a une certaine différence. Et les classiques, ils ne sont pas organisés d'une façon idéologique. C'est une ligne assez fine entre les classiques et les canons. Mais les canons, ils répondent à une façon idéologique d'organiser la littérature. Et quand je dis idéologique, pensez à assez souvent, les canons littéraires s'étaient composés d'écrivains hommes avec un certain type d'esthétique, littéraire. Si on change un peu la façon de produire la littérature, ça ne va pas entrer dans le canon littéraire. Ou pensez à la France, parce que la France a un processus historique différent. Par exemple, les œuvres du canon littéraire français, les canons littéraires français traditionnels va se composer des écrivains hommes, français nés en France, assez souvent blancs, c'est-à-dire que la littérature écrite en français dans les colonies ne va pas entrer dans ce genre de liste. C'est quelque chose c'est un mouvement qui commence dans le XXe siècle et il se renforce peut-être à partir des années 50 du XXe siècle. Cette ouverture du canon à d'autres littératures, des colonies en France, des anciennes colonies de France, des femmes, des auteurs homosexuels ou des œuvres abordant une thématique féminine ou homosexuelle ou raciste, etc. Pas ou de racisme, pour corriger ça. Donc, ça c'est pour vous placer dans cette discussion autour de la critique littéraire féministe. Au début, assez souvent, on va rencontrer une fois les discours féministes rencontrant une place ou occupant une place dans le débat public, ça va arriver à la critique littéraire aussi. Et de quelle façon, qu'est-ce qui différencie la critique féministe de la critique littéraire tout court? Assez souvent, la critique littéraire féministe, elle va chercher dans les œuvres majeures écrites par des auteurs hommes, quelle est la représentation de la femme dans ces œuvres-là. Ça, c'est important, mais ça, ce n'est pas la seule façon de faire une critique littéraire féministe. Ça, c'est important, pourquoi? Parce que ça nous montre, je disais ça tout à l'heure dans le cours de Panorama, que la littérature et les arts, on peut les organiser dans une histoire autonome avec ses propres règles, ou leurs propres règles, les arts et la littérature. Par contre, on peut associer les arts et la littérature à une sensibilité historique. J'appelle ici la sensibilité la façon de sentir et d'expérimenter les arts et la literatura. Estou chamando aqui de sensibilidade, uma história da sensibilidade nesse sentido. Parce que la littérature et les arts assez souvent représentent la façon de sentir d'une certaine époque. N'est-ce pas? Pour vous donner un exemple, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Il y a une chanson des années 80, si je ne me trompe pas, ou 70, qui s'appelle Lady in Red. C'est une balade, on écoute à la radio. Je ne
sais pas, sûrement vous avez déjà écouté cette chanson. C'est une belle chanson. Mais elle raconte la scène d'un couple ou d'un garçon dans un bal qui voit une femme qui est habillée en rouge et donc qu'elle danse très bien. Et ce jour-là, elle était magnifique, très belle. Il est enchanté de sa beauté et il l'invite pour danser. Ils dansent ensemble. Et à un moment donné, ils se touchent la joue. Et donc, c'est magnifique. Mais ça représente quelque chose de quelques décennies avant. Parce qu'aujourd'hui, la façon de sociabiliser, notre façon à nous de sociabiliser, c'est pas pareil. On ne va pas dans un bal, sauf, je sais pas, pour un bal de forró, par exemple, on va danser ensemble, collés serrés, et on va se toucher les joues, etc. Mais sauf ce genre de soirée, euh, de soirée d'ensemble, la façon de socialiser, de rencontrer d'autres gens, c'est pas pareil. Donc, cette chanson est une très belle chanson, mais qui nous raconte une autre époque. Une autre chanson pareille qui vient de me venir à l'esprit, c'est une belle chanson aussi. Dois pra lá, dois pra cá, chantée par Elis Regina et João Bosco. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Écoutez-la après les cours. La chanson dit eles estão lá no bar, dançam, chama ela para dançar também, e aí ele sente o coração batendo forte, e aí que ele percebe a ponta de um torturante band-aid no calcanhar. C'est quelque chose qui ne fait plus partie de notre vie. Par exemple, se blesser les talons, né, machucar o calcanhar, la chaussure blesser les talons, e donc on met un pansement, né? A gente coloca band-aid porque o sapato machucou o pé de tanto dançar. Donc vous voyez que ce sont des belles chansons, mais qui racontent une sensibilité d'une autre époque. Aujourd'hui, l'approche, la façon de draguer, c'est complètement différent. Cela dit, le travail de cette critique littéraire féministe de chercher dans les œuvres majeures de la littérature française et mondiale la représentation de la femme, ça nous sert à montrer ou à démontrer comment la femme était traitée dans différentes périodes, dans différentes sociétés, dans différentes couches sociales. Diferentes sociedades, mas também diferentes classes sociais de uma mesma sociedade. D'accord? Un deuxième mouvement de la critique littéraire féministe a été de chercher à travailler, à lire et à analyser les œuvres écrites par des écrivaines femmes. Donc, un premier mouvement, c'était de chercher la représentation de la femme dans les œuvres majeures, assez souvent écrites par des hommes, écrivains hommes. Deuxième mouvement, lire et analyser et écrire sur les œuvres écrites par les femmes. Donc, on commence à valoriser ou à mettre en valeur la littérature écrite par des auteurs avec un E, des écrivaines ou des écrivaines des femmes, etc. Et ensuite, on va essayer de voir s'il y a quelque chose de propre ou de plus spécifique de la littérature écrite par des femmes. S'il y a quelque chose qui différencie, qui distingue la littérature écrite par les femmes de la littérature écrite par des hommes. Et ça, c'est un débat. D'accord? Et quand je dis que ça, c'est un débat, c'est qu'il y aura des divergences, il y aura des opinions différentes, et on ne va pas arriver à un résultat commun, unique, précis à la fin. Raison pour laquelle je vous apporte ici deux textes
Elensipsu, le rire de la méduse, qui considère la possibilité d'une écriture féminine, d'une écriture féminine, c'est-à-dire que la femme écrit différemment par rapport à l'homme. La femme a une façon d'écrire différente de celle de l'homme. Monique Wittig va dire que non, l'écriture c'est un acte de liberté. Donc on écrit tout simplement, on écrit tout court. Il n'y a pas d'écriture propre à la femme ou propre à l'homme. Donc vous voyez que nous avons ici deux femmes écrivaines, critiques, intellectuelles et qui pensent différemment. Raison pour laquelle, comme je viens de vous dire, ça c'est un débat, un échange d'idées avec respect, etc. Mais on n'est pas forcé, on n'est pas censé être d'accord. On peut avoir des opinions divergentes. D'accord? Et puis, on a plus récemment toutes ces études qu'on appelle peut-être queer studies ou études queer pour le dire en français. C'est-à-dire qu'on va entrer encore plus dans les minorités, c'est-à-dire l'écriture de la femme lesbienne, quoi d'autre, d'autres possibilités de genre et comment ça touche au féminin. Donc ça, ce sont quelques possibilités d'analyse, quelques possibilités de critique littéraire et aussi quelques possibilités d'écriture autour de la femme. Okay. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette petite introduction? Parce que là, je vais passer au texte. Oui ou non? Merci, Cinch, pas de question. C'est parler maintenant ou taisez-vous pour toujours. Olha, agora o Cálice parece. Vous avez fait votre choix. Donc, je partage l'écran. Je commence donc par ce texte critique littéraire et féminisme, par où commencer de Laurie Saint-Martin, cette québécoise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voyons ici, petit, peut-être, voilà. Donc, je pense que c'est un texte assez inspiré pour commencer. Donc, vous voyez ici, critique littéraire et féminisme, par où commencer, c'est la question posée. Et nous avons une introduction ici parce que c'est l'éditrice de la revue où ce texte a été publié, qui nous dit ici qu'elle a interrogé quelques écrivains et écrivaines et quelques critiques littéraires afin de savoir si, pour eux, elle, la critique a un sexe. Y a-t-il des critiques irrémédiablement masculines, féminines et féministes? Parce que vous voyez, ça c'est intéressant à voir, des critiques masculines, féminines et féministes, parce que si on parle d'une critique masculine et d'une critique féminine, on considère qu'il y a une essence masculine dans la critique et une essence féminine dans la critique. Et quand on considère une critique féministe, on peut considérer la possibilité d'un homme, par exemple, faire une critique littéraire féministe. Par contre, s'il y a un sexe dans la critique et dans la littérature, c'est impossible à un homme d'écrire, de faire de la littérature à la façon féminine, on va dire. Mais par contre, on sait très bien que ce n'est pas vrai. On arrive quand même à mimer mimetizar, à imitar, fazer a mímica, né? D'un style. Donc ça répond déjà
un peu la question. Certaines personnes ne m'ont pas répondu, d'autres m'ont répondu. Je vais zoomer encore. Oh, j'arrive pas. Voilà. D'autres m'ont répondu tantôt oui, tantôt non, des oui qui voulaient dire non et vice-versa. La question est donc loin d'être réglée, ça c'est important. Deux secondes, j'ai un petit souci avec le logiciel. Je vais attendre. Il me demande de fermer le logiciel et d'attendre encore. Attendons. Pour vous, là, c'est bon, mais pour moi, ici, il ne répond pas. Ouais, ça va maintenant. Il a résumé. Voilà. Donc, la question est donc loin d'être réglée, d'être claire dans les esprits. Cet article de Laurie Saint-Martin critique à la revue Spirale et au cahier du Reich résume bien la problématique et montre les difficultés inhérentes à la critique littéraire féminine et féministe. Donc, j'ai réservé ici ce pari quelques extraits à débattre, à lire et à discuter avec vous. La qualité n'est pas la meilleure, mais on arrive quand même à comprendre le texte. Non, ça va. Non, bon, d'accord, je vais voir ici. Je pense que l'Internet est un peu lent parce que je modifie le texte ici, mais pour vous, il est toujours statique. Je vais refaire le partage d'écran. Voilà. Donc, Laurie Saint-Martin dira ici, de Virginia Woolf à Hélène Sixou, de nombreuses écrivaines ont insisté sur les barrières qui coupent la femme de l'écriture. Ça, c'est quelque chose d'historique, n'est-ce pas, qui empêche la femme d'écrire. Ça, c'est important aussi à considérer quand il s'agit de littérature. On peut dire que la femme a été empêchée d'écrire. Sûrement, il y a des cas. Par contre, il y a des cas aussi de femmes qui écrivaient, mais qui n'arrivaient pas à faire publier ces textes ou leurs textes, n'est-ce pas? C'était dans les cours, voyons ici, non, c'était pour les cours de Panorama. Dans les cours de Panorama pour la dissertation, j'ai lu le livre de Colette. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Colette, Sidonie Colette, une écrivaine de la première moitié du XXe siècle en France. Quelques-uns de ses livres sont publiés sous les noms d'aujourd'hui de Colette Willy. Colette Willy. Willy, en fait, c'était son mari. Et son mari signait les livres. Mais qui écrivait effectivement les livres, c'était Colette. Et Colette était une femme avant son temps, je dirais, qui a même, il me semble qu'elle a eu de relations lesbiennes. Finalement, elle s'est divorcée de son mari. Elle a mis en public cette situation de violence qu'elle vivait, que son mari l'obligeait à écrire et lui, il signait les romans. Et puis, elle a gagné les droits d'auteur dans la justice
Et aujourd'hui, on publie ces livres sous les noms de Colette Willy. Ce n'est pas parce que Willy les a écrits, mais plutôt parce qu'on sait qu'à l'époque, ils ont été publiés d'abord sous les noms de Willy. Et puis, on a su que qui avait écrit effectivement le livre était Colette. Donc, vous voyez, nous avons ce genre de problème ou de violences subies par les femmes au niveau de la littérature. Soit elles sont empêchées d'écrire, ça c'est un point, soit elles se voient empêchées de faire publier ces livres. Et troisième point, c'est les genres réservés à la femme. Assez souvent, on va retrouver l'espace, si c'est comme si on disait comme ça, au passé. D'accord, si les femmes veulent écrire, on va les permettre. Mais par contre, on va permettre seulement certains genres moins nobles, alguns gêneros menos nobres. C'est-à-dire qu'on ne va pas permettre les femmes dans la poésie lyrique, on ne va pas permettre les femmes dans les romans. Par contre, si la femme veut écrire des journaux intimes, diaires, lettres, ok, c'est bon, c'est possible. Donc, on va retrouver dans l'histoire de la littérature, par exemple, Madame de Sévigné au XVIe siècle, XVIIe siècle, qui était une missiviste, c'est-à-dire quelqu'un qui écrivait des lettres assez importantes. Assez souvent, on va retrouver la femme dans les autobiographies, qui est une espèce de continuité des journaux intimes. Ce n'est pas la même chose, mais on peut placer dans la même famille. Donc, vous voyez, je vous ai donné 3 cas. L'empêchement total à la femme d'écrire, une difficulté à faire publier, parce que quand on commence, ça c'est aussi une autre possibilité de la critique, de travail de la critique littéraire féministe, c'est-à-dire de fouiller les archives. Fouiller, c'est nesse sentido de revirar arquivos. Mas fouiller, assez souvent, on traduz um pouco assim, meter a mão, né, de pôr a mão em alguma coisa. Genre, je vais fouiller mon sac pour chercher mon portefeuille. Né? Você vai revirar ali a bolsa, a mochila, para pegar a carteira, procurar a carteira. Fouille intime fouille intime é o tipo esse que a gente vê na prisão, na cadeia, né? Que você tem uma como é que chama isso? Uma vistoria íntima ali, para ver se não está carregando droga, celular, escondido no corpo. Mas é essa coisa de pôr a mão para encontrar algo. Donc, fouiller les archives pour trouver des textes perdus des femmes du passé. N'est-ce pas? Genre, Madame de Sévigné, on va chercher les archives de Madame de Sévigné pour voir si, dans ces archives, on retrouve, en plus des lettres, un conte, un roman, quelque chose comme ça. Quoi d'autre? Voilà, l'empêchement d'écrire, l'empêchement de publier, ou la difficulté de publier, et la restriction à certains genres littéraires. Et aujourd'hui, avec la critique féministe, le féminisme de façon, ou les féminismes de façon générale, on essaye d'ouvrir la place, ou toute la place, de la littérature à la femme. N'est-ce pas? Voilà. Donc, le texte. Je reviens au texte de Larissa Martin. Voilà. De nombreuses écrivaines ont insisté sur les barrières qui coupent la femme de l'écriture. L'histoire, l'institution littéraire, le savoir, le langage hostile à l'expérience féminine qui cherche à se dire. Et ici, c'est une phrase assez intéressante. Je peux zoomer encore. Je vais réduire un tout petit peu. 2 secondes. Voilà, c'est bon.
À la peur de la page blanche s'ajoute donc la peur de se faire interdire de papier. C'est un jeu de mots, en fait, n'est-ce pas? Parce que cette peur de la page blanche, c'est une expression assez souvent utilisée pour le malaise de l'inspiration. Le malaise face ou devant la page blanche avant de commencer à écrire. Tout écrivain expérimente cette sensation et vous-même, quand vous commencez à écrire un travail, par exemple, comme la dissertation, n'est-ce pas? Qualquer trabalho que vocês forem escrever, a primeira linha a gente sempre tem essa angústia da página em branco. Por onde eu começo a escrever? Mais elle dit ici que pour les femmes écrivaines, en plus de la peur de la page blanche, s'ajoute donc la peur de se faire interdire le papier. Évidemment, interdire le papier comme une image métaphorique, n'est-ce pas? De dire vous êtes empêché, interdit d'écrire. Et donc, et ici aussi c'est intéressant. Et pourtant, elles écrivent. Raison pour laquelle il y a cet important travail de la critique littéraire féministe de fouiller et trouver dans les archives des textes perdus. Parce que quand on dit, si on prend des textes genre histoire de la littérature du 19e siècle, par exemple, on aura du mal à trouver des femmes représentées dans les histoires littéraires. Mais si on commence à vérifier des archives, on va trouver plusieurs femmes qui ont écrit, mais les textes n'ont pas été écrits. Et ça, c'est intéressant aussi à voir. Ça, c'est une réflexion en parenthèse que je vous précise. Dans les cours de Panorama, là, pendant la pandémie, on a réduit un peu le programme et je n'ai pas toujours l'occasion de travailler les lettres portugaises. Peut-être Ana, Cíntia, Gabriel, Graziel, dans les cours de Panorama, le semestre dernier, je ne sais pas si j'avais commenté, mais les lettres portugaises, peut-être, ont été le premier cas de troll littéraire au monde. O primeiro caso de trollagem literária no mundo. Parce que c'est un roman, une espèce, ça a été vendu comme un roman, mais c'était en fait, aujourd'hui on considère comme un roman, mais à l'époque on dirait que c'était le recueil, hein, une organisation de 5 lettres écrite par une sœur de charité, de uma irmã de caridade, donc une femme d'église, à son amant. C'était une sœur portugaise qui avait eu un amant français, un militaire, qui est rentré en France. Et pourquoi je vous raconte ce cas, le cas de lettres portugaises? Je vais raconter le cas de lettres portugaises et puis j'explique ce que je veux avec cet exemple. Donc, 5 lettres dans lesquelles elle raconte son malheur de la distance de son amour. Et on voit tout un passage. La première lettre, c'est désespérée parce qu'elle vient de perdre son amour qui est reparti en France et elle veut le retrouver. Et la deuxième lettre, c'est toujours des lettres sans réponse. Donc, elle écrit au militaire français, mais le militaire français ne répond pas. Donc, la première, c'est une lettre totalement désespérée. La deuxième, elle commence déjà à prendre conscience de sa situation et qu'elle ne reverra plus son amant. Et peu à peu, elle reconnaît et elle prend conscience de son problème et elle essaye de prendre le contrôle de sa vie et de ses sentiments.
Et donc, ça fait scandale à l'époque parce que ça a été publié comme un recueil des 5 lettres d'une sœur d'église à son amant, un militaire français. Et le style de lettre représentait très bien ce qu'on pense, la sensibilité ou les sentiments d'une femme. Et ça a été publié anonymement, comme un éditeur ayant retrouvé ces lettres dans une boîte et il les a fait publier. C'est seulement 2 siècles plus tard, dans le 19e siècle, qu'on découvre qu'en fait, ces lettres-là ont été écrites par un homme. Des noms Guy Hague, qui était un missiviste assez important, qui écrivait très bien de lettres, et il est arrivé à écrire ces 5 lettres, à représenter les différentes étapes du sentiment de cette sœur, etc. Donc, pour 2 siècles, ces lettres ont été vendues comme ayant écrites par une femme d'église pour son amant. Et donc, ça fait scandale pour être femme d'église, pour montrer l'intimité d'une femme. Et l'intimité, là, c'est pas le sexe, c'est pas parler, comme on dit en français, parler cul, du falar du sexe. Mais c'est l'intimité de ces sentiments, de la suggestion de ce qu'ils ont vécu ensemble. Parce que c'était la pudeur de l'époque. N'est-ce pas? C'est pas l'ouverture que nous voyons aujourd'hui. Et pourquoi et puis on a découvert qu'en fait elles ont été écrites par un homme. Mais ce qui est intéressant quand on parle de critique littéraire féministe, dans ces cas, c'est de voir que je fais rapport à la discussion ici de Laurie Saint-Martin. Même si le marché éditorial ferme ses portes à la femme ou aux femmes écrivaines, du côté des lecteurs, il y a toujours un intérêt à connaître et à voir l'intimité féminine, n'est-ce pas? Raison pour laquelle les lettres portugaises ont retrouvé un succès énorme pendant 2 siècles. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre un peu, ou chercher à comprendre quelles sont les forces qui empêchent l'entrée de la femme dans les marchés littéraires, dans la littérature de façon générale, même si du côté des lecteurs, il y a un intérêt. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose, c'est une question à se poser. J'avance ici. Donc, elle dit ici être une femme libre, dans les déchirements ou dans les ravissements. Déchirer, c'est rasgar, n'est-ce pas? Déchirement, seria tipo sofrimento amoroso, né? A gente se rasgar todo, sofrimento. E ravissement, alegria. Donc, être une femme libre, dans les déchirements ou dans les ravissements. On nous a appris à lire avec les yeux d'homme, à taire nos malaises subjectifs face à l'absence ou à la dévalorisation de la femme, à nous oublier au profit de cette universalité qui n'a jamais été autre chose que la voix des hommes érigée en institution. Donc ici, il y a quelque chose de très important. Assez souvent, la critique littéraire masculine va parler d'une certaine universalité. Je mets ici. Mais elle dira correctement que cette universalité n'a jamais été autre chose que la voix des hommes érigée en institution. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle universel, c'est plutôt la vision du monde des hommes. Parce que ça, c'est pas universel parce que ça n'a pas considéré d'autres gens, les femmes, minorités, etc. Donc c'est une accusation assez importante. Non, avançons. Je monte.
ici votre colonne. Voilà. Malgré toutes les entraves, de plus en plus de voix féminines se font entendre. La brèche s'élargit au profit de la pluralité. Donc, il y a, malgré toutes les entraves, toutes les difficultés, les voix féminines se font entendre. Et il y a la brèche s'élargit au profit de la pluralité. Comme les écrivaines réinventent les langages, il faut se faire attentive à leur travail, apprendre à lire autrement. C'est-à-dire que une fois que les femmes ont conquis ou ont occupé l'espace de la littérature, à tout le monde, femmes ou non, nous avons dû apprendre à lire autrement parce qu'il faut apprendre à lire et à comprendre la littérature des femmes. L'écriture féminine, elle considère, et puis être une femme, écrire sur des textes de femmes. Acte doublement périlleux, dangereux. Au ghetto de la littérature féminine correspond celui de la critique, encore mal définie et mal encadrée. La question du ghetto qu'elle appelle ici, c'est le risque de ne se faire entendre que écrivaine féminine ou femme. Vous voyez, c'est une espèce de, comme si la critique universelle, la critique masculine dirait, d'accord, on accepte les femmes, mais dans la littérature, mais les femmes dans la littérature vont occuper la place dans la littérature féminine. Point. Vous comprenez ça? Comme si dans la possibilité de retirer toutes les barrières et d'avoir une grande littérature dans laquelle on met hommes et femmes, non. Comme si l'institution littéraire, encore dominée par les hommes, disait: vous êtes acceptés dans l'institution littéraire, mais dans la sous-partie littérature féminine. C'est quelque chose, elle dit c'est un danger. Il faut essayer d'éviter ça aussi. Pour vous donner un exemple très bon, récent, je vais le dire en portugais. Je l'ai dit au Twitter récemment. Pas très récemment, l'année dernière. Com esse negócio da Covid, pandemia, muitas lives e tal, e aí alguém fez esse comentário assim, tipo, parem de chamar mulheres cientistas para falar de mulheres cientistas na ciência. Né? Se vocês querem abrir espaço para as mulheres na ciência, chamem as mulheres para discutir ciência. Ponto. Né? Em vez de ficar chamando a mulher, vamos fazer uma mesa as mulheres cientistas. Não. Ou a ciência, a mulher na ciência hoje. Né? Donc, c'est le même débat qu'elle propose ici, Laurie Saint-Martin, dans le domaine de la littérature, n'est-ce pas? D'essayer de... en fait, c'est un danger, c'est un dilemme, c'est quelque chose encore, comme je disais tout à l'heure, du débat. C'est quelque chose peut-être irrésoluble. On ne va pas résoudre cette question comme ça, parce que c'est important d'ouvrir cet espace à la littérature des femmes. Par contre, il faut faire attention pour ne pas réduire la littérature des femmes à une sous-partie de la littérature uniquement réservée aux femmes. Comme je disais, je fais ce parallèle avec les femmes dans la science. N'est-ce pas? Elles sont scientifiques et point. Et on les invite pour parler de littérature ou des sciences, et pas de littérature féminine ou des sciences faites par les femmes. C'est ça. Okay? Voyons encore. Toute critique est idéologique
et l'œuvre littéraire permet toutes les approches sans jamais s'épuiser. La critique féministe est une approche parmi les autres approches. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle veut dire avec cette affirmation? Et moi, je suis tout à fait d'accord. Parce que vous avez déjà vu ça dans les débats publics politiques au Brésil. Genre, on écoute parfois des phrases comme celle-là. A esquerda vem com seu discurso ideológico. Comme si il n'y avait pas un discours idéologique de droite, libéral, conservateur, etc. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, je dirais que tout est idéologique. Toute position est, dans une certaine mesure, idéologique. C'est impossible, parce qu'il y a toujours des valeurs attachées à la discussion, il y a toujours des valeurs, c'est ça, des principes aussi, des valeurs et des principes attachés. Donc, et ça c'est important quand on considère toute critique littéraire est idéologique. Pour ne pas dire que la critique féministe uniquement est idéologique. Non, parce que si on fait, par exemple, une critique marxiste, elle est idéologique aussi. Une critique, je dirais, bourgeoise, ou par exemple, même le formalisme russe. Comme vous n'avez pas suivi les cours de critique, vous connaissez peut-être pas, ou peut-être du cours Introduction à la théorie littéraire. Le formalisme russe. Il y a un texte de Tsvetan Todorov, parce qu'il part dans les années 60 de l'ancienne Union soviétique en France faire son doctorat. Et son directeur de thèse sera René Genet. C'est René Genet. Genet, parce qu'il y a René Girard et c'est Genet. Bon, j'ai oublié son prénom. Et en fait, il dit, parce que le formalisme russe, c'est un courant de la théorie littéraire qui va travailler sur des aspects, assez souvent des aspects formels du langage. C'est-à-dire le vers dans la poésie, la structure de la prose, quoi d'autre, le rythme, etc. Mais ce sont des aspects normalement formels du texte littéraire. Et ils vont essayer même de définir le concept de littérarité, c'est-à-dire ce qui fait d'un texte un texte littéraire. Et quand il part en France dans les années 60, et il a un texte tardif dans lequel il dit que quand il arrive en France, il est arrivé avec une façon d'étudier la littérature de façon formelle, formaliste, parce que dans l'Union soviétique, c'était la seule façon d'étudier la littérature, sauf par les biais communistes ou soviétiques, etc. C'est-à-dire, parce qu'il y avait le réalisme soviétique, le réalisme socialiste, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que la seule possibilité dans l'ancienne Union soviétique de faire un rapport entre la littérature et la société, c'était de défendre le régime communiste de l'Union soviétique. Donc, si vous ne voulez pas, si vous ne vouliez pas faire ça, il fallait étudier quelque chose formaliste. Donc, vous voyez que même le formaliste est idéologique parce que c'est la fuite de l'idéologie soviétique au niveau des études littéraires dans l'Union soviétique de cette époque-là. Par contre, ils ont beaucoup contribué pour les études littéraires. Ça, c'est clair. Mais cette contribution, elle est venue ou elle s'est faite à partir de la négation
ou de la refuse d'étudier la littérature d'un point de vue soviétique, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas dire que seulement la critique littéraire féministe est idéologique. Elle est tout simplement une approche parmi d'autres approches. Approche aqui como abordagem, né? É uma abordagem no meio de outras abordagens. Voyons encore le texte. Ah, voilà, ici c'est la même chose dont je viens de parler. Je vais lire rapidement parce que je vais avancer. Du côté de publication, on a tendance à reléguer les textes féministes à des numéros spéciaux femmes. Voilà, numéros spéciaux femmes. Refusant ainsi de reconnaître pleinement ce type d'analyse en intégrant chaque numéro comme on le fait pour d'autres approches. Voilà. Voilà. Et ici, voilà justement, il me semble, les dangers et la richesse, donc doublement, danger et richesse spécifique à la critique féministe. Danger d'un manque de rigueur méthodologique dû à la pénurie des outils, c'est-à-dire des outils théoriques. C'est-à-dire que d'un côté, quand on se propose à faire une critique littéraire féministe, là, on parle de 1984. D'accord? Donc, dans les années 80. Danger parce que on n'avait pas assez d'outils, ferramentas. Não se tinha muitas ferramentas para fazer uma crítica feminista. Et de l'autre côté, c'était une richesse parce qu'on avait toutes les possibilités. Ça, c'est intéressant aussi. C'est dangereux parce qu'on n'a pas tous les outils, mais c'est riche aussi parce qu'on peut créer des outils qu'on veut utiliser. Donc, le texte ici sert à encourager les femmes et toute personne intéressée dans la critique littéraire féministe, n'est-ce pas, à travailler sur ce genre de texte. Voyons ici, c'est le dernier paragraphe à lire. Voilà. Voilà. Des femmes sont en train de multiplier les exemples, créant ainsi de nouveaux outils méthodologiques, enrichissant, je vais mettre ici, créant de nouveaux outils méthodologiques, mais novas ferramentas metodológicas, enrichissant la théorie en même temps que la pratique. Il ne faudrait pas, comme le font certaines radicales, se couper complètement de la pensée masculine. C'est refuser par principe à utiliser des instruments créés par les hommes n'a rien de fructueux en soi, tout en demeurant critique, c'est-à-dire continuant critique, né, mantendo-se críticos, o demeurer seria tipo estar, permanecer. Né? Critique, nous pouvons profiter de plusieurs de leurs leçons. Donc, elle termine avec un message sobre, c'est-à-dire elle ne cherche pas un radicalisme dans la critique féministe, et pour dire qu'on est même capable, on n'a pas besoin de tout recréer pour dire que nous avons tous les outils féministes. On peut quand même utiliser certains outils qui existent déjà dans la critique et puis profiter comme on veut, n'est-ce pas? Ça va? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui ou non? Tout est clair? Tout ce que j'ai dit, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de choses à contester ou à demander une meilleure explication.
Non? D'accord. Voyons donc. Donc je passe. Je ne vais pas entrer donc aujourd'hui dans ce texte-là, le féminisme. Non, je ne vais pas entrer. C'est très intéressant et je vais commencer à parler de ce texte. Et puis, on n'aura pas les temps d'entrer dans les textes vraiment des critiques littéraires. Donc, je vais essayer ici de le faire rapidement et de me tenir à l'essentiel de ces deux textes. Je vais même le mettre côte à côte. Voilà. Hélène Sixou, elle est toujours vivante. Je pense qu'elle est plus à Paris, peut-être. Mais Monique Wittig n'est plus vivante. Elle est décédée. J'ai quelques textes de son décès qui ont été publiés dans Le Monde. Pas Le Monde, je crois que c'était Le Figaro. Voyons ici. Non, elles sont là, quelque part. C'est une série de textes. Elles sont là, quelque part. Voyons ici. Voilà, c'est ici, c'est Claire de Varieux, en fait, qui a écrit une série de textes lors du décès de Monique Wittig. C'était en 2003, c'est ça? Ouais, en 2003. Donc, Monique Wittig. Le cas de Monique Wittig est intéressant parce que avant d'entrer là, je vais vous montrer trois couvertures prévues ici. Donc ici, vous avez la couverture de cette revue Questions féministes, les corps appropriés. Donc vous voyez, je zoome, vous voyez, c'est une publication de février 1978. Vous voyez. Et voyons ici qui étaient les femmes qui ont écrit dans ces numéros. Nous avons ici Colette Guillaumin, Monique Wittig, Sophie. Je vois ici s'il y a de celles plus célèbres. Donc, vous voyez que c'était la directrice de la publication Simone de Beauvoir. Ici, il y a un autre numéro de la même revue, c'est de février 1980. Voyons le sommaire ici, où le sommaire est à la fin. Non, numéro 2. Non, ça va. Je voudrais juste vous montrer qui écrit dans ces revues-là. Parce que ce sont des femmes assez importantes, assez souvent. Comme pourquoi je parlais de ça? C'est parce que Monique Wittig, elle a un problème parce qu'elle quitte la France et elle commence à militer dans toutes ces femmes-là. Simone de Beauvoir était déjà plus âgée, n'est-ce pas, dans le mai 68, qui est ces mouvements, un mouvement contestatoire, de contestation générale, sociale des mœurs, de façon générale. Il y a cette lutte
dans laquelle étudiants et travailleurs et euh, ouvriers se rencontrent dans une même cause, etc. Et pour le mouvement féministe en France, c'est un moment important aussi. Et donc, cette nouvelle génération de féministes, dont Monique Wittig, Hélène Sixou, vont faire partie. Par contre, Hélène Sixou, le premier texte qu'on va voir maintenant, elle reste toujours en France et Monique Wittig va partir aux États-Unis. Et en fait, c'est ça que cette anecdote que je voudrais vous raconter, parce que elle, en tant que lesbienne, elle ne rencontre pas d'accueil dans les mouvements des femmes. Je pense que c'était les mouvements des femmes libres, MFL, je crois que c'est ça, un mouvement des femmes libres, si je ne me trompe pas. Et donc, elle a une rupture avec les mouvements féministes en France à cette époque en raison de sa condition de lesbienne, parce que certaines femmes pensaient que c'était pas bien vu. Donc, vous voyez comment dans ces causes identitaires, ça peut être conflictueux aussi, n'est-ce pas? Donc, j'entre dans le texte de Hélène Sixou. Ce que je veux, je ne vais pas entrer dans les détails du texte, mais peut-être juste, voyons ici. Euh, voilà, je vais prendre juste les extraits dans lesquels elle parle d'écriture féminine, pardon. Donc, le texte s'ouvre comme ça. Voilà. Voilà. Donc, je parlerai de l'écriture féminine, de ce qu'elle fera. Il faut que la femme s'écrive. Vous voyez ici, c'est intéressant euh, de voir, il faut que la femme s'écrive et pas tout simplement écrit. C'est-à-dire qu'il faut que la femme écrit elle-même, qu'elle soit le sujet de son texte. Que la femme, et je continue, il faut que la femme s'écrive, que la femme écrive de la femme et fasse venir les femmes à l'écriture, dont elles ont été éloignées aussi violemment qu'elles l'ont été de leur corps. Donc ici, c'est intéressant parce qu'il y a déjà un parallèle entre, euh, entre l'éloignement violent de la femme de l'écriture et de son corps, n'est-ce pas? Et une autre chose importante ici, que je n'avais pas forcément abordée tout à l'heure, c'est quand je vous ai parlé de la critique littéraire féminine, je vous ai parlé de la représentation de la femme dans des œuvres écrites par les hommes, par des écrivains, d'autres par la littérature écrite ensuite, écrite par les femmes. Mais c'est intéressant de voir, et ça c'est presque un militantisme à un moment donné, de demander aux femmes d'écrire sur les femmes et pas sur un autre sujet. D'accord? Et ça c'est important, n'est-ce pas? Le texte d'avant de Laurie Saint-Martin demandait de faire attention à ça, mais dans certains moments, à certains moments, c'est important aussi d'être un peu plus militant, un peu plus militant, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit de conquête de l'espace ou de prise de l'espace. Euh, et puis, non, ouais, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Le texte est très intéressant et je vous invite à le lire. Euh, donc, voilà.
Je vais juste dans les extraits dans lesquels elle parle de, de... Ah, et ici, c'est important. Je fais cette boîte-là, écriture, corps, plaisir en cachette. Ça, c'est intéressant. Encore un parallèle. Vous voyez, elle dira ici, ou écrivant, aqui é gerundif, né? O verbo no presente contínuo, né? Ou qu'en écrivant, né? Ou que escrevendo, irrésistiblement, comme nous nous masturbions en cachette, c'était non pas pour aller plus loin, mais pour atténuer un peu la tension, juste assez pour que les trop cessent de tourmenter. Et puis, dès qu'on a joui, on se dépêche de se culpabiliser pour se faire pardonner et d'oublier d'enterrer jusqu'à la prochaine. Ah, en fait, ici, c'est intéressant parce qu'elle continue le parallèle entre le corps et l'écriture, n'est-ce pas? Et comme l'histoire que je vous ai racontée de femmes qui écrivaient mais gardaient leur texte en cachette ou cachés à la maison, elle fait ce parallèle avec la masturbation féminine, n'est-ce pas? Ça se fait dans l'intimité, mais ça ne se, on ne rend pas ça public, n'est-ce pas? C'est ça, en fait. Comme si c'était, et en plus, et si on continue le parallèle, comme si une femme qui écrit se culpabilise d'écrire après, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'il faut chercher. C'est le contraire, en fait, d'écrire sans se culpabiliser. Une chose importante de cette réflexion, parce que vous voyez, là maintenant, en tant que père d'un tout petit garçon, on suit, ma copine et moi, plusieurs profils sur Instagram à propos de parentalité, comment élever les enfants, etc. Le rôle du père et de la mère aussi. Hier, j'ai vu un post qui disait, qui faisait une série de parallèles. Et c'était la même scène dessinée avec le père, la même scène dessinée avec la mère. Et assez souvent, on dit genre un père participatif, une mère commune, n'est-ce pas? Si le père apporte du fast-food à l'enfant, c'est un père cool. Mais si c'est la femme, c'est une mère displicente, par exemple. C'est pas qui ne fait pas attention à la santé de son enfant. Le père, c'est drôle, la mère, c'est le contraire. Donc, je voudrais dire ici, parce que pour une femme, être écrivaine, parce que l'acte d'écrire nous demande la concentration, les temps libres. Graziel, tu as vu cette image hier, ouais, ça a circulé sur les net. Et donc, pour écrire, on a besoin de... c'est comme le titre de Virginia Woolf, Une chambre à soi, en portugais, Un quarto todo seu. C'est le livre qui est en anglais ici. Parce qu'elle dit, Virginia Woolf, ça au début du XXe siècle, que pour devenir écrivaine, il faut avoir un espace dans la maison où la femme peut se consacrer à l'écriture. Et c'est-à-dire que quand une femme se consacre à l'écriture, là je déploie cette idée de la culpabilisation. Parce que pour une femme qui est en même temps mère, pour écrire, il faut laisser de côté son enfant et parfois se culpabiliser. Parce que l'écriture ici, c'est un travail, c'est comme tout travail, n'est-ce pas? Et par exemple, j'ai déjà vu Chic Buarque dire de son père, Serge Buarque de Holanda, que l'image qu'il avait de son père dans son enfance, c'était la porte de la chambre fermée
e le bruit de la machine à écrire, a porta do quarto fechada e o barulho da máquina de escrever. Donc, on ne va pas critiquer son père de ne pas être présent, n'est-ce pas? Mais si c'était sa mère, elle aurait été critiquée par cette posture. Et c'est le cas de Leila Slimani, des chansons douces, qui est un des livres, voilà, un des livres de la dissertation des romans. Amanda, Joana, Laïs, Erika et Rana vont travailler sur ces romans. Leila Slimani a dit dans une interview cela, que quand elle a voulu écrire, elle a dû, par exemple, quand elle a voulu écrire Chanson douce, elle a dû embaucher, contrater une nounou pour ses enfants pour être libre et pouvoir écrire son roman. Mais il y a toujours chez la femme cette culpabilisation, n'est-ce pas, de se consacrer à la maison, aux enfants, au détriment de l'écriture, par exemple. Avançons donc. Je fais attention à l'heure. Voilà. Ici, tout en bas, écriture féminine. Je vais déplacer la boîte. J'arrive. Ouais, voilà. Non. Il y a l'autre boîte. Voilà, c'est bon maintenant. Voyons ici. Donc, en vérité, elle matérialise charnellement, carnalmente, ce qu'elle pense. Elle le signifie avec son corps. D'une certaine manière, elle inscrit ce qu'elle dit parce qu'elle ne refuse pas à la pulsion de sa part indisciplinable et passionnée à la parole. Son discours, même théorique ou politique, n'est jamais simple ou linéaire, ou objectivé, généralisé. Elle entraîne dans l'histoire son histoire. En fait, ici, elle est en train de défendre la particularité de l'écriture féminine. Et dans cet extrait-là, elle dit que, par exemple, elle ne refuse pas à la pulsion de sa part indisciplinable et passionnée à la parole. Parce que dans la discussion de ce texte, parce que comme je l'ai dit, on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails de ce texte, elle va dire que, par exemple, l'écriture de l'homme sépare ce qui vient du corps, ce qui vient de la pulsion, pour trouver une façon d'écrire rationnelle, objective, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez qu'elle travaille quand même dans un endroit d'idées reçues, de clichés, en quelque mesure. Mais elle défend quand même une posture différente de la femme vers l'écriture. Donc, on avance ici. Cette phrase, elle est intéressante. Ça va changer pour vous. Voilà. Parce qu'aucune femme n'empile autant de défenses anticonstitutionnelles qu'un homme. Parce que selon elle, dans ce texte, l'homme va refuser cette pulsion. Pulsion ici, sexuelle ou non. D'accord? C'est-à-dire tout ce qui n'est pas rationnel. L'homme va refuser. Et je réduis le texte pour sauter. Voilà. Voilà, très bien. Donc, impossible de définir une pratique féminine de l'écriture.
d'une impossibilité qui se maintiendra car on ne pourra jamais théoriser cette pratique, l'enfermer, la coder, codificarla. Ce qui ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Donc, vous voyez, c'est impossible de définir une pratique féminine de l'écriture, de la théoriser. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Elle existe, mais elle ne peut pas être théorisée. Mais elle excédera toujours les discours qui régissent le système phallocentrique. Cette écriture féminine excède, elle va au-delà de ce qui régit le système phallocentrique. Elle a et aura lieu ailleurs que dans les territoires subordonnés à la domination philosophique théorique. Elle ne se laissera penser que par les sujets casseurs des automatismes, né? Essa escrita feminina vai se deixar pensar somente para aqueles sujeitos que quebram automatismos, né? Que são casseurs dos automatismes, quebradores, né? Pas une bonne traduction, mais c'est ça. Les coureurs de bord são aqueles que vão pelas beiradas, né? Como nós mineiros. Qu'aucune autorité ne subjugue jamais. Donc, vous voyez qu'elle va défendre l'existence d'une écriture féminine qui n'est pas théorisable, mais qui casse les automatismes et qui, ce caractère coureur de bord, né, que seria corredores das beiradas, assim, né, que passa pelas laterais, aucune autorité ne subjugue jamais. N'est-ce pas? C'est ce que je disais, par exemple, on peut refuser à une femme de la faire publier, mais difficilement on va l'interdire d'écrire. Si on l'interdit, elle va écrire le texte n'importe où et va le garder. C'est ça. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que un travail important, c'est d'aller dans les archives des écrivaines pour essayer de trouver des textes inédits. Voilà. Je pense que c'est bon. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres sur l'écriture. Ici. Ouais, non, c'est bon. Ici, il y a, avant de terminer, parce que il y a un côté ici, parce qu'elle mélange un langage psychanalytique très intéressant ici, et j'aime bien cette parce qu'elle va faire une critique à la psychanalyse très intéressante, parce qu'elle va classifier la psychanalyse comme un discours masculin, un discours phallocentrique. N'est-ce pas? C'est toujours la figure du père. Et quand on parle de sexe, c'est l'absence, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'homme, c'est celui qui possède un sexe et la femme, elle possède l'absence de sexe. Les discours, surtout freudiens, il est assez phallocentrique. Et donc, elle va faire un jeu avec ça. Et par exemple, ici, elle parle d'un autre amour. C'est pas l'amour qui fétichise, c'est pas l'amour qui domine, n'est-ce pas? Elle propose une nouvelle façon, une nouvelle manière de l'amour. Et elle dit ici, le nouvel amour ose l'autre, les veut, semble en vol vertigineux entre connaissance et invention, et pas en domination et appropriation. Et puis elle dira ici le désir qui donne. Vous voyez, c'est pas le désir qui prend, parce qu'assez souvent quand on désire, surtout dans cette logique
psychanalytique, freudienne, quand on désire quelque chose, on veut s'approprier de la chose. Et elle propose ici, dans cette réflexion féministe, un nouveau type d'amour, de désir qui donne, n'est-ce pas? Si on désire quelque chose, on va donner à l'autre, n'est-ce pas? Et puis, cette phrase ici, héritage encore, un reste, un asservissement du pan au phallus. Aimer, regarder, penser, chercher l'autre dans l'autre, déspéculariser, déspéculer. Et en fait, c'est un travail ici qu'elle fait avec le langage très, très intéressant et qui est construit dans le texte, n'est-ce pas? Qui aimer, c'est regarder, penser, chercher l'autre dans l'autre et pas nous chercher dans l'autre. Et quand elle utilise cette image ici de déspéculariser ou de déspéculer, c'est cette idée de ne pas faire de l'autre un miroir de nous-mêmes. De não fazer no outro ou do outro um espelho de nós mesmos. Parce qu'assez souvent, on se projette dans l'autre et on crée des expectatives et on attend de l'autre toujours la réponse à notre expectative et pas ce que l'autre a à nous offrir. Donc, c'est un très beau texte. Moi, j'aime bien ce texte-là. Donc, pour terminer, on est proche de l'horreur. Dans ce texte, Hélène Cixous va défendre l'existence d'une écriture féminine avec toutes les caractéristiques relevées par le texte. Par contre, Hélène dit, peut-être je termine cette discussion la semaine prochaine. Peut-être au lieu. Voyons ici, parce que ce texte est un peu plus complexe. Voyons ici. C'est 5 minutes. Parce que, en fait, ouais, je vais faire. C'est bien compliqué ça. Parce que je voudrais discuter ce texte, mais en fait, on aura tout simplement un cours pour parler de Djali Amal, le livre de. Donc, peut-être je vais faire comme ça. Voyons ici le texte de Claire. Ici. Parce que c'était un texte sur mon éthique dans lequel elle parle de. C'est bien ici. Ouais, voilà, elle reproduit une parole, un discours d'Hélène Dictique, parce que comme ça, je peux entrer directement dans la question de l'écriture féminine et pas entrer dans les détails du texte par rapport à la question lesbienne, etc., qui ne sera pas très importante pour vous ici, mais je vous invite à lire le texte. Ce n'est pas un texte long, je vérifie les pages après. Mais voyons ici, la pensée straight, elle va s'utiliser parce qu'elle part, comme je vous ai dit, aux États-Unis, elle fera sa carrière de professeur universitaire aux États-Unis. Et donc, quand elle classifie ou elle nomme cette idée de pensée straight, c'est cette idée de pensée de la norme, parce que elle va comparer l'anglais, cette idée de straight, c'est de droit, de correct, et puis on utilise ça pour comment on dit, pour la condition, ou comment je peux dire ça, la direction sexuelle de chacun, il me manque le mot là. C'est pas la condition ou j'ai oublié même en portugais là.
quand on dit que c'est pas c'est pas une option, ça me manque le mot, mais c'est bon. Mais donc, elle prend cette idée de straight comme quelque chose qui est droit, correct, et ça se reproduit dans la sexualité comme la sexualité de norme. Et donc, elle va critiquer cette forme de pensée et elle va penser à cette idée du lesbianisme ou de la pensée lesbienne comme une façon de faire face, d'affronter cette pensée straight qui pense qu'il n'y a qu'une seule façon de faire correctement, n'est-ce pas? Et donc, dans ce texte-là, c'est une journaliste qui écrit sur Monique Wittig quand lors de son décès, sa mort. Et donc, elle dira ici, je l'ai dit rapidement, parce qu'il a déjà dit, la rupture est consommée avec la culture normative hétérosexuelle. Et c'est dans ce texte-là, la pensée straight. L'écriture féminine est pire qu'en leur. C'est encore une manière d'envisager les femmes en fonction de la culture masculine dominante. Et puis elle dira ici, c'est ce qui m'intéresse, il n'y a pas de littérature féminine pour moi, ça n'existe pas. En littérature, je ne sépare pas les femmes des hommes. On est écrivain ou pas. On est dans un espace mental où le sexe n'est pas déterminant. Il faut bien qu'on aime un espace de liberté. Pardon, il faut bien qu'on ait, s'éteigne un espace de liberté. Les langages le permettent. Il s'agit de construire une idée du neutre qui échapperait au sexuel. Donc, elle essaye quand même de quitter le sexuel et d'avoir un espace d'écriture neutre. Et selon mon critique, il n'y a pas d'écriture féminine. Selon Hélène Sixou, il y a une écriture féminine. Et ça, c'est en fait dans ce dilemme ou dans ce débat, dans cette question irrésolue ou irrésoluble, maintenant irrésoluble, qu'on termine aujourd'hui. D'accord? Moi, je pensais quand même à entrer dans le texte de Jali Amal, juste pour vous montrer, mais on peut le faire la semaine prochaine. J'avais souligné ici quelque chose à débattre dès le début pour vous aider quand même dans la lecture, mais c'est pas grave, on le fera la semaine prochaine. Donc, le cours de la semaine prochaine sera entièrement consacré à Djali Amadou Amal et son livre Les Impatients. Donc, on va entrer dans les détails du livre. Si vous n'avez pas encore terminé la lecture, faites-la ou faites-le pour la semaine prochaine. Réjeanne, l'affiche, comme je vous ai dit, peut-être on peut, pour ce livre, oui, d'accord, je vais faire ça. Et comme ça, c'est décidé dès maintenant. Je vais vous demander comme activité la fiche qu'on utilise dans le Goncourt Brésil. D'accord? C'est une fiche avec quelques questions par rapport à votre lecture du livre. D'accord? Et je vais faire ça comme une activité. Donc, je vais poster l'activité et vous allez recevoir la notification de l'activité postée. Par contre, Réjeanne, je préfère vous demander la remise de l'activité après la discussion du livre. D'accord? Donc, t'inquiète pas par rapport à la fiche. Je vais faire d'abord, on discute le texte la semaine prochaine, le roman la semaine prochaine, et ensuite, je vous donne quelques jours pour me rendre la fiche. D'accord? Mais c'est facile. Ça suffit de lire et de répondre. Il n'y a pas besoin de chercher, de faire une recherche pour répondre à la fiche. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à lire, faites attention parce que le livre est divisé en 3 parties. Chaque partie, c'est la vision d'un personnage
il y a une liaison entre ces personnages-là avec des histoires différentes. Et c'est important aussi de dire que ce livre est inspiré de faits vécus par l'écrivaine Djali Amadou Amal. Par contre, c'est une fiction, n'est-ce pas? Et une autre chose importante que je vous demande de faire attention, et on va en parler la semaine prochaine, donc de l'aspect formel. Le livre est divisé en 3 parties. Chaque partie, c'est la vision d'un personnage. Donc, on n'a pas une figure de narrateur central, parce que nous aurons 3 figures féminines qui racontent sa propre. Ce sont 3 narrateurs personnages, en fait. Et une autre chose, c'est essayer de faire attention aux différences culturelles, parce que là, on sera au milieu d'une société musulmane avec des valeurs spécifiques, etc. D'accord? Voilà. Question? Ou c'est bon? C'est bon? Si c'est bon, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne lecture pour la semaine prochaine. Ça va? Donc, prenez soin de vous parce que la pandémie est toujours là. Et voilà. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir, professeur. Bon week-end. Au revoir, merci. Bon week-end à toi aussi. Bon week-end à tous.